Bonjour. Bonjour. C'est sur ce magnifique fond d'un tableau de ta fille, Ouais. le Pont du Gard. C'est ça. Ta fille Doudi, Ouais. D-O-U-D-I-Y. Voilà. Ouais, elle se débrouille. Ouais, elle se débrouille très très bien, je trouve. C'est-à-dire, où j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'elle n'a jamais peint. Elle a pris des pinceaux d'un coup, elle avait envie de peindre. À partir de 40 ans, d'un coup, ça lui a pété. Oh, ça fait pas... Ouais, ça fait quoi, une année et demie? Elle a pris un pinceau et puis voilà. Elle a pris un pinceau, elle cherchait de la peinture, elle s'est mise à peindre. Et tout de suite, elle a fait un tableau qui est tout à fait... Qui est fini, voilà. Qui est fini, tout de suite, le premier. Puis elle n'a jamais appris, alors j'ai trouvé ça assez intéressant. Quoi. Et c'est quoi? C'était endormi chez elle? Ça s'est révélé comme ça? C'est quoi? Comme ça, quand on parle des vocations, si on avait pu voir ça, je pense, quand elle avait 5 ans, elle aurait baigné un peu dans ce domaine-là, je présume. Tu vois. Et alors, ton papa, il n'a pas vu? Mon père n'était pas là. On n'a pas fait de shit. Puis dans la famille, c'est toujours difficile. Oui, on voit mieux pour les autres. Toujours. Ouais, bah ouais, ça c'est toujours comme ça en fait. Puis on est tout le temps, en fait, moi j'ai dû tout le temps me batailler pour survivre. Mon père aussi. Ce qui veut dire qu'on est très préoccupé simplement par les aléas de l'existence. Hein. Tu vois? Quand t'es pas tout à fait avec le même état d'esprit que tout un chacun, dans une société comme celle-là, disons, c'est pas évident. Hein. En fait, c'était la destinée aussi de Doudi, oui, de ne pas être aiguillé vers ça, et puis voilà, et que ça se révèle maintenant. Oui, surtout qu'elle avait une passion à cette époque depuis gamine. Le cheval. C'est le cheval. Ouais. Alors j'ai réussi quand même, à 5 ans, à lui acheter un cheval quand elle avait 5 ans. Et elle a pu vivre avec ce cheval. C'est-à-dire qu'il n'était pas dressé, il était nature comme ça, il venait de Camargue direct. Et c'est elle qui s'en est occupée tout de suite. C'est elle qui l'a dressé, etc. C'était amusant d'ailleurs de voir, toi, un enfant de 5 ans qui commence à dresser un cheval, alors qu'elle n'a jamais appris non plus. Ça me fait penser à cette petite là, qui vivait dans les tipis, ouais. Tipis avec voilà. Les éléphants et tout. Ouais, puis c'était tellement fort cette passion qu'elle avait pour les chevaux, que moi il a fallu absolument que je trouve une solution pour trouver un cheval. Je n'avais pas les moyens de m'acheter un cheval, rien. Mais j'ai trouvé quand même la possibilité, j'ai réussi à travailler de manière à gagner ça, bref. Et elle a eu son cheval, et puis elle s'en est occupée. Et c'était amusant de voir parce que elle l'engueulait, elle lui parlait, elle causait avec, elle allait lui jouer de la guitare, parce qu'elle avait commencé à apprendre un peu à jouer de la guitare. Alors tout d'un coup, elle allait lui chanter une chanson. Quand elle avait appris une chanson, elle allait vite à le chanter au cheval. Ouais, c'est marrant. Etc. Elle faisait ses devoirs d'école sur la croupe du cheval. Ah ouais. Voilà. Et elle vivait avec ce cheval tout le temps. C'est sympa quand un enfant peut vivre à côté d'un animal. Ouais. C'était une petite jument, elle était toute jeune aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que l'animal, il est tellement proche de l'essentiel ah, il est nature. Il est, voilà. Il t'oblige à être dans l'essentiel finalement. Puis il n'avait pas été mis dans les mains de qui que ce soit parce qu'il est rentré de Camargue dans les troupeaux de chevaux qui sont un peu sauvages là-bas. Elle avait 3 ans, donc c'était une petite pouliche, enfin, puis elle était déjà installée, elle arrivait adulte. Et... On parle du cheval. Ouais. Et elle arrive avec, toi, ma gamine de 5 ans qui va s'en charger, quoi.
Et elle s'en est chargée, elle a réussi à faire tout ce qu'elle voulait avec. Hein. C'est elle qui lui donnait à manger. Ah, c'est tout. Ouais. Ouais. Puis elle allait à l'école avec. Ah, carrément. C'est sûr, elle attachait son cheval dans un endroit où il pouvait brouter un peu, boire un coup, etc. Bon, ça c'est un peu à la campagne là. Oui, bien sûr. Puis elle est tombée sur un instituteur à l'époque qui était, je pense qu'il n'y avait pas des masses comme ça. Comme elle venait avec son cheval, s'il pleuvait, elle lui disait, je m'excuse, mais il faudrait vite que je rentre. Il dit, mais bien sûr, dépêche-toi. Tu vois, donc c'était... Ouais, oui, il était pas, oui, parti parce que si, parce que là, tralala, non, non. Il était parti prenant, Ouais, il venait avec son cheval, il faisait attention après qu'elle se le loupe pas, quoi. Ouais, c'est chouette. Oh, ouais, c'était sympa. Il en reste pas beaucoup des comme ça. Non. Ah ouais, là. À part ça, elle était comme moi dans le sens que elle aimait bien l'étude, elle était première classe, mais quand il a fallu changer, rentrer dans un lycée, Ça lui a pas plu. m'avait dit, il va dire, elle aura de la peine à s'adapter, je ne l'ai jamais reçu. Ah ouais. Je te vis de dingue, pour toi. Faut être fait pour, je sais pas. Faut pouvoir rentrer dans le moule. Voilà, moi j'ai jamais réussi non plus, donc c'est ridicule. Donc, un jour, et parce qu'elle a un parcours assez atypique, hein, ta fille. Ah ben... Un jour, donc, à quel âge? Oh, elle avait 12 ans et demi. Et t'as dit? Elle me dit, écoute, je ne peux plus, je ne retourne plus à l'école. Puis c'était pas, si je la gna, c'était je ne retourne plus à l'école, point. Moi, connaissant, voyant comme elle était déterminée, puis connaissant ce que ça représente, j'ai dit, bah d'accord, on va s'orchestrer différemment. Puis il m'a fallu faire des pieds et des mains, évidemment, pour pas me retrouver avec une péniche de problèmes, bah oui. etc. Mais ça a été, ça a joué. On a réussi à faire passer à côté. Et là, à partir de là, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, mais elle allait travailler chez un ébéniste, elle allait bricoler, puis elle s'occupait de son cheval, elle n'a pas perdu son temps, disons. Ça, c'était il y a 40 ans, il y a 45 ans. Oui, ouais, c'est ça. Non, il n'y a pas 45 ans, parce qu'elle a 47. Ah oui, il y a une quarantaine d'années. Elle avait 12 ans et demi, tu vois. 35 ans. Ouais, un peu plus. Ouais. Donc c'était encore possible. C'était possible. Parce qu'aujourd'hui, il va faire ça. Oui, c'était possible, mais il a fallu feinter, quoi, parce que c'était pas dans la norme des choses, disons. Mais ils étaient moins aux aguets, ils se sentaient moins menacés par... Voilà, le système se sentait moins menacé de s'effondrer, tu vois. Ouais. C'est pas ça comme on était des étrangers ensemble, on est de Suisse. Ah ben oui, il y a ça aussi. Puis on était là en France, on a déclaré repartir en Suisse, on est parti. Puis elle est restée 2 mois là-haut, et puis on est redescendu. En douce? Oui, et puis personne s'est chargé ça s'est préoccupé de ça. Puis comme le lycée se trouvait quand même à 30 et quelques kilomètres du bled où on était, personne ne savait, rien qu'à transpirer, puis elle a pu rester tranquille, quoi. Ouais, on ne peut pas dire que tu n'aies pas vécu en conformité avec tes idéaux, entre guillemets, si on peut parler d'idéal. Mais ça se paye très très cher. Ah ben c'est clair. Pour des choses qui n'ont rien d'illicite, qui sont simplement que c'est pas ça rentre pas dans le monde. Voilà. Moi j'aimais beaucoup l'étude, mais j'aimais pas l'école, parce que pour moi l'école c'était pas l'étude. C'était un bourrage de crâne de choses qui m'intéressaient très moyennement, à part bon. Puis un formatage? Oui, c'est un formatage, on me racontait des histoires, on me racontait il fallait apprendre des poésies, c'est toujours les mêmes crétineries, de moralisme, La Fontaine. Si t'as pas fait ça, et si tu fais ça, t'auras ça. Pour ne pas avoir entendu de la vraie poésie, de la belle poésie, de la poésie tout simplement, pour pouvoir avaler ce genre de couleurs. Ouais, c'est horrible. Voilà. Ou alors c'est insupportable. Ou alors tu fais ça machinalement parce que tu dois y aller, puis voilà, puis machin. Mais j'étais pas de mauvaise composition comme elle d'ailleurs. On ne cherchait pas des misères à personne, ni même à l'instituteur, rien du tout. Il fait ce qu'il peut, lui. Bien sûr. Il peut pas faire autrement. Mais j'ai eu de la chance aussi de tomber, moi, sur des instituts
les astites, pardon, qui ont compris. Ah oui, ils ont été fort compréhensibles. Surtout que j'étais toujours quand même dans les camps, je provenais, je n'étais pas en train de traîner la patte à fond, mais malgré que j'étais jamais là, quoi, pratiquement. Donc on ne me cherche pas des misères, comme si j'étais le dernier du fond du truc, tu vois. C'est ça, voilà. Je faisais juste ce qu'il fallait pour que ça passe, mais j'étais rarement là. Une vie de bâton de chaise quand même, hein? C'est la vie de bâton de chaise, oui, bah oui, j'ai vécu une vie de bâton de chaise tout le long. C'est héréditaire, je dirais. Comme un oiseau sur la branche. Voilà, on vivait comme les oiseaux sur la branche. Tu sais pas de quoi elle fait le lendemain, tu sais rien. En même temps, tu es libre. Oui, bien sûr. Tu es libre et en même temps, bon, tu payes cher. Et c'est drôle parce que cette liberté, tu la sens comme une contrainte, mais c'est pas la liberté que tu sens comme contrainte, c'est tout l'entourage. Tout ce qui t'empêche d'être libre. Tu es dans un monde hostile. C'est comme si tu es tombé à l'eau. L'eau, tout va bien, mais tu n'es pas dans ton élément. Voilà. Puis pour essayer d'éviter à ma fille la même torsion d'estomac que j'ai pu avoir petit, avec ça, c'est pour ça que... Avec ça, c'est-à-dire? Avec ce décalage que j'avais par rapport à la société. Comme elle avait cette même nature, je me suis dit, attends, c'est pour ça que je suis allé à la campagne, et que ci, et que là, bref. Puis qu'elle a eu ce cheval, donc elle a pu vivre autre chose. Mais elle a aussi galéré, hein. Tu comprends? T'es tout le temps, tu crois, je sais pas à quoi. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais ça continue. Et ça continue encore et encore. Oui, tu sais, on n'arrive pas. Moi, j'ai passé par 1000 trucs, mais je peux pas me faire vraiment, malgré tout, à tout ça, c'est pas possible. Moi, je pense qu'il n'y a pas plus d'insécurité que quelqu'un qui a bossé toute sa vie, qui se retrouve maintenant à se demander est-ce qu'il va avoir une retraite. Ah oui, non, mais bien sûr. Tu vois, pour survivre dans ses vieux jours. Tu vois, c'est aussi une précarité, hein, actuellement. Même si tu as bossé 40 ans, t'es sûr de rien. C'est une précarité encore plus grande actuellement. Oui, parce qu'en plus, tu as été fragilisé. T'as pas appris à te débrouiller tout seul. Voilà, c'est une précarité encore plus grande que ce que j'ai pu vivre et que ma fille peut vivre, parce que, effectivement, t'as pas de solution. Tandis que quand tu es habitué de toute façon où il n'y a jamais rien qui va, que tu es obligé de toujours trouver une possibilité pour passer, c'est pas la même chose. En même temps, ça permet de rester vivant, j'ai envie de dire. Oui, aussi, par la même occasion. C'est-à-dire que tu es en état d'alerte constant, donc tu vois d'où vient le vent, tu vois dans quoi tu baignes, tu vois tout. Voilà. Alors que quand tu es pris en charge, entre guillemets, par le système, hein, que tu sois un bon petit soldat et avec un boulot, etc., ou quelqu'un justement qui est à la traîne parce qu'il n'a pas trouvé sa voie, tu es quand même pris en charge d'une certaine manière. Ah, mais quand tu sois, que tu deviennes chef d'État, que tu deviennes truand des banlieues, que tu deviennes n'importe quoi, tu es dans le coup, tu es dans la société. Voilà. Être truand, être cambrioleur, tout ça, c'est pas être marginal. Non, tu dépends de la société. Tu es dans cette société, ça va avec cette société, ça fait partie de cette société, point. Et souvent, d'ailleurs, c'est très difficile de faire la différence entre les voyous et les dirigeants. Voilà, ils ne sont pas du même côté de la barrière, on va dire. Voilà, c'est tout, mais tu vois que leurs occupations, ce qui les préoccupe, la manière dont les choses sont faites, tu vois que c'est la même chose. C'est la même histoire, c'est une spéculation pour prendre un maximum sans se préoccuper de quoi que ce soit. De qui que ce soit. Qui que ce soit, tout le monde peut bien passer à l'eau, tout le monde s'en fout, etc. Alors quand tu veux pas être dans ce monde-là, tu veux être ni dans l'un ni dans l'autre. Moi je voulais ni faire policier, ni truand, moi ça ne m'intéresse pas. C'est tout, ni l'un ni l'autre. Alors là, c'est sûr que ça devient difficile.
Parce que tu n'as plus personne sur qui t'appuyer, t'es seul. Tu comprends? Oui, parce que soit tu marches avec, soit tu marches contre. Et si tu marches contre, tu deviens concurrent d'eux. Oui, puis tu es avec une autre équipe, c'est comme au foot. Ouais. Au foot, il y a deux équipes. Donc tu es dans une ou dans l'autre, mais si tu veux jouer tout seul sur le terrain, tu verras que c'est compliqué. Hein. Parce que les deux équipes continuent. Alors passer entre les gouttes, ça n'a pas été facile. Et tu regrettes rien, j'imagine. Ah non, pas du tout, non, pas du tout. Non, mais je trouve que c'est vraiment le parcours du combattant que de vivre vraiment en marginalité totale, tout en étant là, parce que tu peux pas t'en échapper. Tu comprends? Puis il faut pas croire qu'il y a un endroit sur Terre où tu es vraiment à l'abri, c'est pas vrai. Non. Moi, je suis allé en Afrique, je suis allé en Asie, ils sont tous pris par la gorge à un endroit, c'est tout. Oui. Oh bah oui. Non, c'est fini, il n'y a plus d'endroit où tu peux t'échapper. Hein. J'ai vu en Afrique, dans le désert même. Oui, il y a eu que dans le désert où ça a été un peu, où j'ai rencontré encore des gens qui avaient une certaine liberté, avec lesquels d'ailleurs je me suis très bien compris, des gens merveilleux. Je te parle de ça il y a quand même quelques années. Oui, mais eux ils sont à l'abri de rien, hein, ceux qui restent. Actuellement c'est fini d'ailleurs. Actuellement c'est fini avec les mouvements qu'il y a. Tu vois, les Touaregs là, actuellement ils sont dans des trucs invraisemblables. Tandis que là à l'époque il n'y avait plus les colonies, donc il y avait des nouveaux régimes, mais pour aller appliquer ces nouveaux régimes au milieu, à 1500 km dans le sable, il n'y avait personne, tu comprends? Disons, le fonctionnaire, c'est pas son truc. Il y a eu une période un peu où les gens ont soufflé un petit peu, après la guerre, les 30 glorieuses, etc. Tout le monde y a cru. Ouais, ouais. Tout le monde était dans un élan, puis en fait, c'était pour aller se recasser la margoulette un peu plus loin, tu vois. Oui, mais moi quand je suis allé en Afrique, j'ai vu que il n'y avait plus la colonie, mais en fait c'était toujours les colonies, mais ils avaient remplacé les pions par des autres pions qui étaient des pions du pays, qui étaient des collabos à la cause internationale, c'est-à-dire à la spéculation systématique, l'exploitation du peuple, de leur bord. Jusqu'à maintenant. Et de toutes les... Oui, la présence, ça continue. Ça continue. Hein. Il n'y a rien de changé. Ils vont sauver, je ne sais pas qui, c'est pour leur piquer ce qu'ils ont, puis c'est tout. Hein. Et ceux qui sont sur place, ils sont parfois pires, parce qu'ils ont encore plus de zèle. Oui, puis je te dis, ceux d'ici, ils vont sauver Tartampion pour lui faire les poches, puis c'est tout. Hein. Non, on est là, je te dis, quand tu vis là-dedans, puis que c'est pas ton truc, tu vois, tu te sens pas bien là-dedans. Ouais. Tu vois? Ah oui, c'est sûr. Bon, il y a des gens qui font ça, qui sont honnêtes, qui ont l'impression de faire quelque chose de bien, mais c'est le système. Ouais. On parle des œuvres caritatives. Oui, puis il faut pas avoir faut pas avoir de discernement des trucs, parce que je vois des tas de gens, effectivement, où ils marchent parce qu'ils croient que. Mais moi, je peux pas croire que. Je vois que ça va pas. Je peux pas croire que je sais pas quoi. Tu vois, quand j'entends les discours politiques, des choses comme ça, qu'est-ce que tu veux me raconter pour des salades? Moi, je comprends pas que les gens puissent encore croire que. Ben, moi non plus, j'ai de la peine. J'ai eu de la peine longtemps à croire que c'était possible. Mais j'ai dû m'y faire, parce que je vois que chaque fois, il y a des événements, il y a ci, il y a là, tout le monde va ramener sa science, les votations, Donc, non, mais quand tu vois, par exemple, Sarkozy, tu as vu il y a un contentieux, là, toutes les affaires qui... Ouais. Eh bien, il revient, il est applaudi. Bien sûr. Mais tu te dis, attends, les gens, ils ont oublié, ils voient pas, ils veulent pas voir, ils sont tellement désespérés qu'ils s'accrochent au premier truc venu. C'est quoi le truc? Il doit y avoir de ça. Et je sais pas, moi, je comprends pas. Il doit y avoir de ça. Et puis après, ça sera Hollande, quand il sera plus au pouvoir, peut-être quand il reviendra, pareil. Alors que là, ils sont en train de subir, et je comprends pas. Ben, ce qu'il y a, moi j'ai compris après coup, c'est que
comme les choses s'aggravent d'un biais comme d'un autre, indépendamment de qui sera au pouvoir, parce que c'est un autre, pour les regarder les choses par un autre, avec un autre regard. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la nature des choses, dans l'évolution de la planète, de l'humanité? C'est pas, tu vois, c'est pas parce que tu changes quelqu'un tu changes de pouvoir, tu changes de dirigeant, que tu changes le cours des événements. Non, ça suit son cours. Ah ben oui, ils ne jouent que le rôle qu'ils ont à jouer. Voilà. Alors comme ça va s'aggravant, puis actuellement de façon exponentielle, tout ça, voilà. De manière que ça devient visible, cette exponentialité en question, ça veut dire que effectivement, actuellement, c'est pire qu'à l'époque où il y avait Sarko. Et puis si alors donc on a la nostalgie d'avant. Se disent c'était pas mieux bien, avant. C'était pas bien, mais c'était quand même moins pire qu'à présent. Alors ils pensent en le remettant que ça va être comme avant. Non, ça va être pire qu'à présent. Parce que c'est pas possible autrement, tout simplement. C'est pas de la part de quelqu'un, on peut pas changer ça. Ouais. On peut changer son attitude dans les événements qui nous sont imposés. Mais on ne peut pas changer cette imposition. C'est pas possible. Alors après, il y a les extrêmes. Tu vois, la gauche, l'extrême gauche, l'extrême droite. Oui, mais ça, c'est tout du folklore. C'est le miroir aux alouettes. Si tu prends pas le mal à sa racine, tu peux rien faire. Ouais. Pédale dans la smooth, tout, c'est nul comme histoire. Ouais. Tu vois? Et pour te dire à quel point on est dans une décadence, je l'ai pas vu l'émission, mais j'ai vu un extrait. C'est vraiment une émission où ils sont tout nus. Voilà, ouais, bon, oui. Alors il y a, je sais plus, j'ai pas compris trop, mais il y en a un qui cherche, il se cherche une nana ou je sais pas quoi. Et ils sont tout nus, ils jouent à saute-mouton. Voilà, ouais, bien sûr. Non mais tu te dis, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ouais. Et en fait, tu disais une fois un truc, c'est vraiment ça, quand il n'y a plus de limite. Ouais, quand tu as dépassé la limite, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite, parce que tu as dépassé la limite. Ouais, après, c'est open pour nos limites, quoi. C'est fini. Ouais. Puis ça suit des parcours. Moi, ce que tu me dis là, je l'avais vu au Danemark à l'époque. Tu vois, moi, je suis allé avec un copain qui était journaliste, qui devait faire un reportage pour Paris Match. Il y avait la foire de la pornographie à Copenhague. Copenhague. C'est en 1960. Tu vas dans des trucs comme ça, toi? Non, mais tu allais là-bas, puis c'était un voyage qu'on a vu. Ah ben dis donc. Mais j'ai eu l'occasion de voir ce que ça représentait. Je veux dire, tu n'y crois pas, c'est surréaliste quand tu arrives là. Cette décontraction avec laquelle les gens sont dans ce milieu, ils sont là-dedans, tu voyais des filles qui ont l'air qui n'ont pas l'air de quelque chose de... Qui sont pas vulgaires. Non, elles sont pas vulgaires, rien, mais elles sont là. Puis elles vendent des accessoires, des sextoys, des histoires, puis elles te font la démonstration si tu veux savoir comment ça marche. Tout, ah oui, comme ça. Oui, voilà, c'est normal. Devant toi. Oui, aucun, tu vois. Mais sans qu'il y ait rien, il n'y a pas un regard gêné, tout est... Je disais, mais... C'est l'évidence. Je me pinçais, moi, je me dis, est-ce que c'est possible? Tu vois? Ça, c'est vraiment la banalisation à l'extrême, quoi. Oh. Puis tu vois, j'y suis allé justement avec ce journaliste, ce qui veut dire qu'il y avait une caméra, il y avait tout, hein. Donc elle savait qu'elles étaient filmées, tu vois. Eh ben, allez, vas-y, d'autant plus, je pense que ça devait faire de la publicité pour le cirque. Oh, mais j'en revenais pas. Et ça, c'était il y a en 1969. Oula. Donc ça commence à taper, hein. Il y a 40 ans. Oui, il y a presque 40 ans, 45 il y a 45 ans. Quoi. Ben, c'était déjà comme ça là, quoi. Et puis certainement, il y avait pas mis les femmes, parce que lui, il en a interviewé, tu penses bien, puisqu'il est journaliste. Alors, tu as dans ces femmes, ces filles, les jeunes, quand même. Il y en a une avec qui il discutait, elle avait 2 enfants, elle est mariée. Quand
Quand ça te ferme, hop, elle s'habille, elle rentre chez elle. Oui, elle s'occupe de ses enfants. Ah, voilà. Madame tout le monde. Voilà, c'est madame tout le monde. Moi, j'en revenais pas. Je me disais, mais c'est pas possible. Tu vois? Ouais. On me l'aurait raconté que j'aurais eu du tout. Je me disais, ouais, ils affabulent un peu, mais là, c'était sur place, je l'ai vu. C'est une vie multifacette, tu vois. Tu ouvres des casiers, là, c'est ça en fait. Je te dis, c'est surréaliste, total. Alors, quand tu vois, j'entends cette disposition-là, puis que tu vois ce que c'était à une époque où on vivait selon des préceptes qui avaient de la valeur, c'est-à-dire par rapport à un point de vue sacré. Il y a un décalage tel que c'est de nouveau, tu ne peux pas faire le lien. Impossible. C'est des mondes totalement... Parce que des problèmes, il y en avait aussi. C'est pas les problèmes que tu enlèves, c'est la manière dont tu les résous qui n'est pas la même chose. Tu comprends? C'est comme dans tous les problèmes, dans un monde traditionnel, tu ne trouves pas des réponses aux problèmes, tu trouves que l'abolition des questions, quand tu as fini de faire de ce que tu as à faire. Il n'y a plus la question. Donc le problème est réglé. Autrement, tu peux répondre à tous les problèmes que tu veux, il y a toujours un oui mais qui vient se loger. Non, parce que le libertinage, ça a toujours existé, même à l'époque du prophète, il y avait des péripatéticiennes là, qui étaient là, donc ça a toujours... Mais c'était isolé. C'était isolé comme phénomène. Je vais te lire quelque chose qui correspond à ça. Non, mais je voudrais que tu répondes à ça. Oui, bien sûr. Puis en plus de ça, c'était surtout résolu d'une manière. C'est pour ça que je te dis un truc. D'accord. Ça correspond à l'Inde. Alors, c'est un Indien qui parle. Un homme que nous connaissions bien était amoureux d'une danseuse et pendant longtemps, il lui fut impossible de surmonter cette passion. Sa femme lui dit: « Je te demande une seule chose. Promets-moi de te baigner toujours dans le Gange avant de rentrer chez moi. » 2 ou 3 ans plus tard, cet homme reprit possession de lui-même. Quelqu'un demanda à sa femme: « Comment cela s'était fait ?» Je savais, dit-elle, que son infidélité n'était qu'un voile qui enveloppait son esprit. La seule manière qui me permettait de lui rappeler, c'était d'obtenir qu'il se baignât dans le Gange, afin que la purification du corps entraînât celle de l'âme. Voilà. Alors, pour bien spécifier de quoi il s'agit quand même, le nom hindou Sahadarmini, c'est-à-dire épouse, signifie guide spirituel ou compagne de l'âme. Alors, épouse signifie guide spirituel ou compagne de l'âme. De l'âme. Tu vois un peu le... C'est beau. Et puis tu vois l'attitude de la femme, elle cherche une solution. Mais une vraie solution. Pour élever voilà. les choses. Alors, chercher une solution comme ça, ou bien chercher le nom de l'avocat le meilleur pour que tu puisses la toucher une pension un peu plus forte, c'est pas la même histoire. C'est clair. Voilà. C'est clair. Et puis c'était tout comme ça, tu comprends? Chacun cherchait à arranger, à régler l'histoire. Pas à foutre un boxon supplémentaire. Mais quand tu as maintes fois essayé de régler les choses et que tu aboutis à un moment donné à un constat que les choses ne peuvent pas se solutionner, il faut faire quoi? Oh, mais tu veux aller te pousser dans les extrêmes. Il y a toujours des extrêmes, je comprends bien. Mais c'est pas ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui est possible. Après, s'il n'y a vraiment aucune possibilité. Et puis il faut aller loin, il faut pousser loin le bouchon. Quand on parle, par exemple, dans le monde arabe, de couper la poignée du voleur, attention qu'à l'époque en question où ces choses-là rentraient dans les mœurs de manière à être
normal dans cette société. On avait tout fait avant pour éviter ça. Et puis ça veut dire quoi tout fait? C'était des histoires folles, là. Il se faisait tout en... C'était vraiment un travail à plein temps de tout faire, parce que le prophète avait bien dit, dans le premier voleur qu'on lui a amené, il dit, oui, mais vous, votre rôle, c'est de le protéger. Merci. Tu comprends? Et quand il y avait un problème de famine, on abolissait cette loi. Oui. Etc. Oui, bien bon, sûr. Mais attends... tout est fait avec bienveillance, en fait. Voilà, c'est ça, faut comprendre. C'est la seule chose qui est différente avec l'époque actuelle. C'est honteux. Oui, non, mais c'est ça. C'est que les choses sont faites par égoïsme, en fait. Ouais. C'est honteux. Chacun pense qu'à sa poire. Oui, non, même pas, parce que penser à soi, ça voudrait dire penser au moins à son salut. Eh ben, même pas. Même pas, non, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Et alors, on pense à qui? Mais tu penses à... Assouvir... C'est ton ego qui conduit, c'est ton ego qui veut se satisfaire, et cet ego, il est guidé par qui? Voilà, c'est pour ça. Voilà, donc c'est là où ça se joue, le jeu. On est mal barré. Ah ben là, oui, c'est pas facile, hein, comme histoire. Tu parles. Ah non, là... Je voudrais venir sur un autre thème, si tu veux bien. Ouais. L'autre fois, mon fils, il m'a demandé de quelle caste es-tu? Ah ouais, d'accord. Ah, ça m'a fait trop marrer. Moi, j'ai dit Brahman, évidemment. Non, je rigolais, évidemment. De quelle caste sommes-nous, là? Dis-moi. Nous, les... Oh, faut plus considérer ça comme les castes. Il peut y avoir des restes en Irlande ou quelque chose. Mais il y a un tel méli-mélo que ça peut plus être comparé avec les castes comme cette institution des castes en Inde. C'est plus comparable. Donc on est hors caste. Ouais. Oui, parce que déjà là-bas, il y avait donc des castes. La dernière, là, donc, il y avait comment on appelle? Les parias? Non, c'est hors caste déjà. Ah oui, non. Les choudras. Bon, ben là, et après, il y a les parias. C'est-à-dire, il y a des personnages qui n'ont plus de centre, on appelle ça. C'est M. Churon qui en parle très bien. Il faut lire son livre. Ou qui en ont deux. Oui, ça revient à dire qu'ils en ont point. Ça. Voilà. Et là, c'est là où c'est en fait la position la plus grave. Et actuellement, la quasi-totalité de la population y a droit. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus considérer ça. À présent, la miséricorde de Dieu compense tout ça aussi à un endroit. Il suffit de faire le plus petit effort et fait actuellement à une énorme valeur. Parce que quand tu penses en fait à toute cette création, tout a un centre. Tu vois, ça va de la cellule avec le noyau, le centriole, là, jusqu'à dans l'infiniment grand, même comment on appelle ça, l'espèce de gros truc là, en spirale. Il y a toujours un centre. Il y a toujours un centre. Il y a toujours un centre à tout. Bien sûr. Regarde la galaxie, tout tourne autour d'eux. Et alors quand c'est décentré, qu'il n'y a plus de sang, ou qu'il y en a deux, comme tu dis, c'est le cancer dans les cellules. Voilà. C'est ça, c'est rien d'autre. Tu vois? On a perdu le centre. Oui, actuellement, disons, on peut dire que c'est généralisé. Alors, comme je te dis, il y a la miséricorde de Dieu qui compense, qui prend en charge nos problèmes, et il suffit d'être d'accord qu'il le fasse. Parce qu'actuellement, il ne s'agit plus de faire des pieds et des mains pour faire je ne sais pas quelle gymnastique. Il faut simplement pouvoir donner son accord. C'est reconnaître Dieu, tout simplement. Accepter la grâce. Accepter la grâce. Parce qu'on peut même la refuser. Ben actuellement, c'est le gros problème. Parce qu'on est libre. Voilà. On a été submergé par la grâce et tu n'en veux pas. Comme disait le Marchi, vous cherchez de l'eau, vous êtes au milieu de l'océan.
C'est la même histoire. Tu vois? Et c'est là où ça se complique considérablement. Hein. Et c'est pas facile parce qu'on est assailli. C'est pas facile. Il n'y a rien de facile. Mais quand justement, tu te réveilles en pleine nature, tu vois le soleil se lever, etc. Tu es en contact avec cette nature, ça aide à être dans cette disposition de béatitude. Quand tu te réveilles, il fait gris, t'es dans le béton, etc. Dire, c'est pas évident. Je suis d'accord avec ça, mais c'est pas ça qui fait. Ça doit Parce qu'il y a des gens qui ont des gros moyens, puis qui peuvent vivre dans des propriétés gigantesques, où ils ont tout ce qu'ils veulent apporter, avec les fleurs, et c'est pareil. De tout y est, et ça va pas non plus. Et le contraire est valable aussi. Quelqu'un peut vivre au milieu d'une poubelle, et puis se dégager. Sûrement, c'est pas là que ça se joue. D'ailleurs, parce que en fait la miséricorde tient compte de toutes ces choses-là, tu vois. Et si tu es mieux dans un endroit, il y a plus ça aussi à faire. Tu vois. Comment? Ce qui t'est demandé, c'est en rapport à tes possibilités, pas autre chose. On te demande pas l'impossible. Au-delà de ce que tu peux. Non. Ça serait de l'injustice, et ça, il n'y a que les hommes qui peuvent faire. Pourtant, des fois, on a l'impression d'être à bout. Ah, mais on a l'impression actuellement, on l'a d'une manière continue, qu'on est dans l'injustice perpétuelle. Bien sûr. Et tu vois, il est bien spécifié que celui qui omet 1/10 au début des temps sera damné, et celui qui accomplit 1/10 à la fin des temps sera sauvé. C'est bien significatif. Là déjà on voit une justice. Voilà, on ne te demande pas plus que ce que tu peux donner. Voilà. Avant c'était beaucoup plus facile pour l'homme d'être dans cette disposition parce que tout lui aidait. Oui, mais il ne fallait pas qu'il se loupe, il avait autant. Mais justement. Voilà, c'était tout aussi difficile en réalité. Il ne fallait pas qu'il se loupe. C'était donc tout aussi difficile de se faire. Et aujourd'hui on a tout contre nous et on fait 1/10 et on est sauvé. Voilà, c'est comme si quelqu'un doit porter un poids. Il est jeune, solide, il est capable de porter 100 kilos. Donc il porte 100 kilos. Il arrive vieux, il ne peut plus ringuer, il arrive à porter 10 kilos. On lui demande de porter 10 kilos, pas ça. Mais celui qui porte 100, on lui demande avec 10, ça va pas, il faut qu'il porte les 100. Tu vois, voilà, c'est ça. On ne te demande pas plus, mais on te demande exactement ce que tu peux donner. Et on te demande tout ce que tu peux donner. Par sûr. Contre. Tu dois t'abandonner totalement, tu comprends? Quel challenge! Oh ben c'est une aventure. Je vais te lire encore un petit passage intéressant. Alors, c'est donc là je lis la vie c'est un jeune homme dans la caste de Brahman en Inde, à un certain âge, il part en pèlerinage. Tu vois? Et ça dure 2 ans, normalement. Ça dure 2 ans, donc ils font un périple à travers l'Inde, l'Himalaya, les montagnes, et s'ils vont visiter un peu tout, rencontrer des sages, des personnages de partout, tu vois. Et là, je tombe sur un qui dit « Je cherchais un gîte dans le village. Je vis un homme qui labourait. Un missionnaire chrétien causait avec lui. Il lui expliquait que notre Dieu et le sien ne sont pas les mêmes. Il y a de faux dieux et il y a le vrai Dieu. » À quoi le laboureur répondit « Vous qui êtes instruits, vous voyez une différence. Moi qui suis ignorant, je sens que Dieu est un. On nous a donné de lui plusieurs portraits, voilà tout. » Plusieurs portraits. Voilà la simplicité de là-bas. Et puis voilà ce qu'ici on a appelé le polythéisme. Ouais. Parce que c'est les expressions de ces plusieurs dieux
matérialisés sous la forme de ces avatars en Inde, ont été, ça a été appelé du polythéisme. Mais moi, j'ai toujours pas compris comment des gens qui vont étudier, c'est parce qu'il y a eu des personnages qui sont partis en Inde pour étudier les mœurs, les coutumes, la religion de là-bas, qui en arrivent à cette déduction-là. Peut-être parce que... pour en avoir une couche qui, pour moi, je n'arrive même pas à la concevoir. Peut-être parce que les Indiens, les hindous, parce que la différence entre un hindou et un indien, l'hindou... Dans sa tradition, l'indien, c'est l'habitant du pays. C'est un peu comme le juif. Oui. Le juif, il y a le juif qui suit le judaïsme et puis le juif qui appartient à une... C'est comme un arabe ou un musulman, j'entends. Voilà. Donc c'est l'hindou et l'indien, c'est voilà la différence. Bon. Tout ça pour dire que, oui, peut-être parce que l'hindou, il ne parle pas de Dieu. Il vit Dieu. Oui, bien sûr. Donc, l'orientaliste qui arrive, il voit quoi? Il voit des choses manifestées. Il voit que ça. Comme il ne vit pas le côté intérieur des choses, il ne voit pas Dieu. Non, mais lui, il est dans la pratique des choses. Ce qui veut dire qu'il vit constamment avec Dieu. Qui? Ben, l'hindou. L'hindou, bien sûr. Oui, mais l'orientaliste qui vient voir cette culture, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les avatars, les différentes, voilà. Il ne voit pas Dieu puisqu'on lui en parle pas. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit rien du tout. Voilà. C'est pas possible. Moi, j'ai pas fait d'études, je suis allé là-bas, je l'ai vu quand même, faut arrêter. Oui, mais parce que tu as une prédisposition à ça. Peut-être, mais je veux dire, c'est pas possible. Quelqu'un qui voit... C'est tellement gros. Quelqu'un qui a une vision profane, comment veux-tu qu'il voit ça? Mais la manière dont les gens se comportent. Quand tu vois leur comportement, puis tu vois le nôtre... Ben, ils comprennent rien. Ben, franchement, parler... Non, mais de toute manière, on arrive c'est un autre monde. Les historiens, et les scientifiques, oui, modernes, voilà, c'est-à-dire ils ne comprennent pas grand-chose. On est tout dans le profane. Et ben voilà, parce qu'on a une vision profane des choses. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, on parle, il n'y a pas des choses profanes et des choses sacrées. C'est le point de vue qu'on a de ces choses qui fait que tu les rends profanes ou sacrées. Tu les vois comme profanes ou sacrées. C'est l'extrapolation que tu en fais. Autrement, il n'y a rien qui ne soit pas sacré. Bah, tout est sacré, puisque tout vient de Dieu, d'une certaine manière. Alors que eux, ces gens-là vivaient, je ne veux pas dire vivent, parce que comme le cancer est généralisé sur l'ensemble de l'humanité, même dans les coins les plus retirés, tu retrouves les mêmes crétineries que partout ailleurs. Je ne vais pas dire que c'est comme ça encore, mais c'était comme ça, voilà. Bah, c'est comme ça il n'y a pas si longtemps, disons. Et ça a dégénéré comme partout ailleurs. Ouais, mais ça a mis un peu plus de temps, je pense. C'était pas décalé par rapport à ici. Avec tout ce mouvement de touristes, tu vois, mystico-perchés, ça a tout fait foirer, en fait, d'une certaine manière. Parce que maintenant, l'Inde, c'est quoi? C'est Goa, oui, c'est de vieille histoire encore. On est dans c'est New Age. C'est Bollywood. Bollywood, oui, voilà, c'est ça l'Inde maintenant. Ils les ont harcelés avec ce Bollywood. C'était un montage pour les faire se démolir. T'as l'impression quand même, qu'il y a une volonté délibérée de détruire l'humanité. Tu parles de qui il? Je sais pas, mais tu vois ça, comme j'étais en Inde, moi, il n'y a pas si longtemps, finalement. J'entendais ce Bollywood, blablabla. Il n'y a que des films à la con. Ah bah oui, ça c'est ça. Machin, ici et là. Tu vois, c'est sentimental et brut. Ils s'aiment, puis ils se tapent, ils se tuent, puis ils s'aiment. Ils s'adorent, ils se tuent. Enfin, moi, c'était que ça. Des conneries, sans fin. Plein partout. Partout où il y a une télé, partout où il y a un truc, où il y a un ça film. fait penser c'est des conneries comme ça. Au film indien, que le monde musulman regardait, l'Algérie, tout ça. Ils regardaient des films d'Égypte,
C'était les mêmes bêtises. Et les films hindous, indiens, je sais plus comment dire, indiens, Bollywood, et tout le monde s'extasiait devant ça. Voilà. C'est fou. C'est ça, il y a des belles nanas, des beaux... Voilà, des danses à la noix. Des danses, machin, puis alors, tu vois ça... La musique à la noix, tout est à la noix. Complet. Et ça veut rien dire. Et ça brille, il y a des paillettes partout et tout. C'est ça qui attire les personnages qui cherchent leur voix ici en Occident. Quand ils veulent parler de l'Inde, moi j'entends les mouvements New Age sur l'Inde. On va faire de la méditation, on va faire ci, on va faire là. Je vois le décor aussi, c'est en Bollywood. Bah, quand tu vois les avatars, comment ils sont représentés actuellement, ce côté kitsch justement, hein, que ce soit même dans le christianisme, hein, quand tu vois Jésus, Marie, comment elle est représentée, etc. Tous ces avatars hindous, même Bouddha, comment on le représente, avec l'expression qu'il a actuellement. Bon ben voilà, c'est à côté de la plaque. Oui, tout est à côté de la plaque. On baigne dans le New Age. Et c'est ça le New Age. C'est ça, c'est qu'on fabrique un truc à... dénaturer juste ce qu'il faut pour plus que ce soit... Il n'y a plus rien d'authentique. Plus rien d'authentique. C'est comment ce qu'il faut dire, c'est une caricature, c'est quelque chose... Ça fait penser... C'est du kitsch. Ça me fait penser à la chanson là, des gamins... musulmane là. Bismillah, Bismillah, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est pire que que rien. Oui, même que de se battre contre ça. Voilà, c'est ça, tu vois. Ouais. En tout cas, voilà un peu l'air du bureau, l'ambiance, quoi. C'est assez extraordinaire. Hein, et comme les gens ne connaissent pas réellement ce que c'est à la source, ben, ils prennent ce qu'il y a. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a un côté où ça leur parle, puisqu'il y a les 9 vérités pour cacher le mensonge. Il y a un côté où ça les chatouille, comme tu dis. Et puis, plaf, on leur plante le couteau du mensonge, tu vois. Tout à fait. Pendant qu'ils se détendent. C'est ça qui est grave. C'est que c'est insidieux. Le malin, il est intelligent d'une certaine manière, même si c'est une intelligence corrompue. Il sait comment y aller. C'est qu'il t'amadoue. Hein? Il est rusé. Hein. Tu te laisses amadouer. Tu ne veux pas y apprendre à faire la grimace. Ça te fait du bien. Tu vois, tu as l'impression que c'est... Ah oui, c'est ça. Et puis, voilà, puis on t'éloigne de la vérité, mais alors, grand pas, quoi. Oui, tout à fait. C'est ce qui m'a fait que je me suis retrouvé dans la solitude par rapport à toutes les organisations, tu vois, parce que je ne peux pas m'encadrer dans grand-chose. Hein. J'ai vécu au contact de mon père, dont j'ai parlé déjà, et de M. Churon, donc des pointures de ce genre. Donc c'est des personnages, eux, ils étaient pile dans les clous, quoi. Alors moi j'ai vu ça, j'ai vécu ça jeune, j'étais en garnement, hein, je sais pas, ça veut pas dire que j'étais un enfant de cœur, puis je le suis toujours pas, hein, c'est pas ça. Mais voilà le souvenir que j'ai, alors quand je regarde ce qui se passe, que j'entends ce que j'entends... Et que je sais ce que je sais. Et que je sais ce que je sais, Non, je n'en sors pas, je peux pas... Mais j'en veux à personne, puis je ne m'estime pas meilleur. C'est parce que je sais très bien que je fais partie de cette société. Donc il n'y a aucune raison que je me trouve, moi, tout d'un coup, au-dessus des autres. Je ne suis pas au-dessus de personne. Pas du tout. Il y a des gens qui ont des qualités que j'aimerais bien avoir, que je n'ai pas, etc. Chacun son parcours. Hein. Mais disons que je vois que c'est... Je peux pas, voilà. Disons que si ça n'a pas le parfum de l'authenticité, de la vérité, que tu le repères tout de suite, tu peux pas te satisfaire de... Tu peux pas te soumettre à un truc où tu sens qu'il y a une... Voilà, c'est ce que je te disais. Il y a encore des voies spirituelles authentiques, mais il y a toujours autour tout un délire, tout un truc où tu es obligé de prendre du recul. Devant un homme comme Chuon, même comme mon père, tu viens pas regarder si tu arrives à te soumettre.
tu es soumis, c'est pas une soumission comme on l'entend, qui est de nouveau un truc profane, c'est que tu es devant le maître. Donc le maître, il est là. Il rayonne. Oui, il est devant le soleil. Il n'y a pas de... Tu penses pas te soumettre ou pas. Tu es dans une posture qui correspond à ta position par rapport à lui. C'est obligé, il n'y a pas de réflexion. Tu réfléchis pas à comment il faut que ci, que là. Tu cherches pas à regarder ce qui se fait, pas. Justement, et là je voulais rebondir par rapport à une chose. Ces deux mondes-là, l'aspect pratique et l'aspect théorique des choses. On passe beaucoup par l'aspect théorique actuellement avant d'être dans la pratique. Ah oui, c'est une erreur. Hein. Donc, l'aspect théorique fait que tu extrapoles, tu imagines les choses. Et après, tu adaptes cette manière, tout ce que tu as conçu dans ta tête, avec ton mental, tu essaies de l'adapter dans la pratique. Ouais, c'est ça, donc, tu as tout faux. C'est les idées reçues. En passant par la voie inverse, c'est-à-dire en commençant par la pratique, tu vis les choses, et ensuite tu les penses. Voilà. Et là, t'es beaucoup plus, t'es dans le juste, forcément. Ah oui, c'est pas pareil. Et puis il y a des personnages qui sont, comment est-ce qu'il faut dire ça? Quand tu vis entre un maître vers un vrai maître, et que tu es disciple de ce maître, quoi que tu fasses, de toute façon, tu es pris dans un mouvement qui lui est, il n'y a pas de, tu peux pas te biaiser, c'est pas biaisé, tu vois. Mais quand tu fais une étude, tu vas à l'église, tu vas écouter ce qu'il raconte, tu lis la Bible, tu fais ci ou bien le Coran, si tu es d'un musulman, etc. Mais pour adapter ça après dans ta vie pratique, il n'y a qu'à voir ce qui se passe. Ben oui. Dans la vie pratique, on fait quoi? Tu dois pas ci, tu dois ça, tu dois pas là, tu dois machin. Mais j'entends, mais c'est du bidon tout ça. Il s'agit de faire plaisir à Dieu. Donc pour faire plaisir à Dieu, ça veut dire que quoi qu'on fasse, on doit le faire en conformité avec sa volonté. Quand on scie un bout de bois, on ne doit pas le scier de travers. Je veux dire, c'est ça. On ne va pas démolir la planète comme ça se fait, et puis parler de Dieu. Il faut arrêter. Stop. Alors, même dans un domaine profane, par rapport à ce que je disais concernant la pratique et la théorie, on les voit. Les gens, par exemple, dans l'administration, qui pensent avec leur tête sans être sur le terrain. Parce qu'ils ont une tête, je savais pas remarqué. Mais enfin bon, ça se peut. Je suis mauvaise langue. Non, mais pour dire, tu extrapoles plein de choses avec ta tête. Bien sûr. Des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Voilà, alors quand tu pratiques par rapport à des règles, comme pour en revenir aux compagnonnages ici, les compagnons dans le temps, je sais pas actuellement, moi je connais plus tout ça, mais les compagnons dans le temps, ils avaient des règles précises dans tout. Si tu pratiques par rapport à ces règles, c'est un support à ta méditation, ça fait partie de ta voie. C'est un support méditatif. Voilà, donc tu arrives à la fin de ton existence à réaliser quelque chose. Pas simplement coller des bouts de bois comme il faut. En toi-même, tu as réalisé. Comme ces avatars hindous sont des supports méditatifs. Mais d'abord, il faut être dans l'esprit. Ben, bien sûr. Sinon, ça devient un acte profane, comme ce qu'on fait maintenant avec ces Ganesh pour apporter la prospérité. Les gens, ils vont se soumettre à cette statue pour avoir des biens, etc. On est à côté de la plaque. Moi, disons, ce que je vois d'une façon générale, c'est juste je trouve ça con. Je m'excuse du terme, mais je vois pas comment je peux appeler ça autrement. Oh, c'est vulgaire. Oui, peut-être, mais je pourrais faire pire. Hein. C'est pour dire. Non, mais ça me paraît pas possible qu'on en soit arrivé à ça. Qu'on ait dénaturé les choses à ce point-là? Oui, ça paraît pas possible. Mais regarde, à l'époque du prophète, pourquoi le prophète a combattu toutes ces représentations-là, ces statues? Parce que déjà à l'époque, il y a 1400 ans, même avant lui, les choses étaient dénaturées. Pourquoi les religions sont venues? C'est justement pour apporter des règles, pour essayer de redresser la situation qui partait en vrille. Oui, parce que les choses étaient déjà dénaturées. Donc c'est clair ça.
Oui, parce qu'il y a des gens qui croient qu'avant les religions, il n'y avait rien. Oh, les religions sont venues parce que justement les choses commençaient à se dénaturer à tel point qu'il fallait qu'elles arrivent. On peut dire qu'elles sont venues en désespoir de corps. Voilà. C'est sûr. Voilà, la limitation de beaucoup de religieux actuellement, c'est de croire qu'en dehors de la religion, il n'y avait rien. Mais non, mais avant, les hommes vivaient avec Dieu. Et avec Dieu d'une manière continue. Avec le principe. Du 1er janvier au 31 décembre, et tout, du 24 heures sur 24. Comment? C'était pas à 9 heures, on va faire la prière, ou je sais pas, ou la messe, puis après on rentre, on va au bistrot, puis on va faire les crétins. Non, tout est fait en rapport au fait de plaire à Dieu, c'est-à-dire d'être en conformité. C'est pas plaire dans un sens sentimental, c'est être en conformité avec lui, ça veut dire être en conformité avec sa propre nature. Alors aujourd'hui, soit on croit pas. Alors que avant les religions, on était. Voilà. On était et on était comme... Là, tu es obligé de croire à un souvenir. Et un souvenir que tu n'as pas vécu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça se complique. Hein. Alors il y a quand même la miséricorde divine qui fait qu'il te met cette étincelle dans le cœur, ou pas. Ouais. Et qui fait que cette croyance, elle est... C'est ça, cette effluve de grâce que Dieu répand par rapport à sa miséricorde, ou qui dépasse la rigueur. Donc on est dans un capernaum infernal, on vit complètement à l'envers de ce qu'on devrait être, et par miséricorde, il nous tend constamment la perche, constamment. Il n'y a pas un instant où il nous laisse tomber. Alors on croit, on est convaincu que... Mais quand tu arrives déjà convaincu, tu as déjà gagné quelque chose, dans le sens que... C'est comme, j'en ai déjà parlé 100 fois, mais comme la mère Teresa, elle ne croyait plus rien parce que tu ne peux plus. Il y a un moment donné, tu n'arrives plus avec ton mental, ton feu, tout va de travers. Tu regardes actuellement l'injustice, c'est constant. On va me dire, oui, s'il y avait un Dieu, comment est-ce qu'il fait que tous ces gamins qui se font bombarder, je comprends. Donc tu ne crois plus rien. Mais, comme je le disais, je fais comme si c'était vrai. Donc tu te dépasses. Et là... Voilà. Et c'est là que ça se trouve. Donc il faut quand même avoir vécu d'une manière pour arriver à pouvoir penser comme ça. Il faut être vraiment dans la... Comment dire? Peux pas. C'est ça la foi en fait. Oui, c'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est ça. C'est être convaincu, tu as la foi, donc tu as la certitude. La certitude. Qui veut dire que tu n'y crois plus, mais c'est quand même comme ça. Eh ben écoute, franchement, attends. Hein. Ben on va rester là-dessus. Hein. Ben si tu veux. Sur ces belles paroles. Ben écoute. Je te remercie. C'est toujours avec plaisir. Et puis la prochaine fois, on mettra un autre tableau de Doudi. Ah ben peut-être. Hein. Allez, au revoir. Au revoir.